tous, ravi de vous retrouver pour cet épisode 2 de la réforme de la formation 2014 proposée par le groupe IGS. La dernière fois que j'avais eu l'occasion de m'adresser à vous, la loi venait effectivement juste de sortir, nous attendions la plupart des décrets. Sachez qu'ils sont à peu près tous sortis, que la loi sera bien mise en œuvre à partir du 1er janvier 2015. On a aujourd'hui une dizaine de décrets, un petit peu plus, qui sont sortis entre le mois de juillet et le mois de novembre. Sachez qu'on en attend encore 3 ou 4 importants. Bien évidemment, ceux qui vont finaliser les listes de formations éligibles, que ce soit pour le financement des périodes de pro ou pour le CPF, je parle notamment de l'inventaire et du socle de compétences, ou encore des conditions de prise en charge des accompagnements VAE dans le cadre du CPF. On attend aussi les critères qualité qui vont être vérifiés et mobilisés par les financeurs publics et par les OPCA, donc ce contrôle de la qualité ex ante et ex post des prestataires et la gestion des évaluations. Et sachez que l'on attend aussi un certain nombre d'éléments autour des informations qui seront transmises par l'employeur à l'administration autour de l'accès à la formation par les salariés. Mais on a quand même un appareil législatif réglementaire qui est pratiquement complet et on peut véritablement commencer à rentrer dans les détails. Voilà pour l'actualité du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont les acteurs finalement se sont saisis du sujet? Très variable. Premièrement, les OPCA, bien évidemment, ce sont les premiers impactés et depuis le début. Et pour certains, ça concerne leur offre de services, leur modalité de financement, leur business model, entre guillemets, voire leur organisation interne et leurs effectifs, avec des ressources qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc des gros enjeux autour de la dématérialisation de leur process, de la construction de leur offre de services et de la professionnalisation de leurs conseillers, qu'ils conseillent les individus, comme le FONGECIF, comme l'ensemble des OPACIF, ou que les conseillent aux entreprises, plutôt pour l'activité OPCA. Pour les organismes de formation maintenant, la marche est élevée. Juste pour éviter de longs discours, quand les formations certifiantes sont devenues la règle et quasi obligatoire dans un autre contexte en Allemagne, le nombre de prestataires a été divisé par 2. Il y aura maintenant un ticket d'entrée sur ce marché qui est notamment lié à la multimodalité et la diversification des modalités de formation et l'intégration des technologies, mais aussi à la mise en place d'ingénierie de formation certifiante, la construction de référentiels, emploi, activité, compétences, la construction de protocoles d'évaluation ou la présentation de dossiers d'opportunité à la Commission nationale des certifications professionnelles relève d'une expertise importante que les prestataires vont découvrir. Nombre de mesures d'ailleurs ont été mises en place par les OPCA pour pouvoir accompagner ces transformations chez les prestataires. Et les entreprises, me direz-vous? Écoutez, des niveaux d'implication variables, une perception de l'urgence variable, beaucoup d'entreprises y rentrent quand même par l'optimisation des financements. Je vous rappelle que les dépenses de formation, notamment des grandes entreprises, ont arrêté d'augmenter en 1993, en tout cas leur taux de participation financière, qu'en 2012 encore, les dépenses de formation de la nation ont baissé, sont passées de 32,5 à 32 milliards d'euros, et que donc il est normal que les entreprises, avec un fond de l'air plutôt frais, cherchent à optimiser les coûts de la formation. Donc ça, on a véritablement une entrée assez dominante par les financements. Maintenant, des attitudes très différentes. Tenez, je vais vous prendre un exemple. Le passage d'une obligation fiscale à une responsabilité sociale. Certains travaillent sur cette responsabilité sociale. Comment vais-je amener les preuves du fait que j'ai lutté contre l'inemployabilité de mes collaborateurs? Comment je vais développer les formations certifiantes? Comment je mets en place l'entretien professionnel? D'autres, plus prosaïquement, m'ont demandé de provisionner les risques sociaux et les coûts des procès potentiels qu'ils perdraient dans les années à venir. Donc vous voyez, même quand on parle d'ingénierie de financement, on peut avoir des entrées qui sont assez différentes. Et puis 2 dernières petites remarques. Une véritable course à l'échalote autour de la certification. Là encore, je vais être caricatural, mais nombre d'entreprises viennent vers vous en disant « j'ai un stage de 4 jours, comment je peux avoir une équivalence avec un Master 2 ?» Au-delà de la plaisanterie, on est bien dans cette frénésie. Si je ne suis pas sur les listes, je n'ai plus accès au financement du CPF ou de la période de pro, et donc toute mon équation économique tombe par terre. Il ne faut pas oublier que là, d'abord, la certification, c'est pas uniquement, on la pratique pas uniquement pour avoir accès à des financements, et que les financements concernés
C'est en gros 0,6 de la masse salariale, alors qu'on a une obligation moyenne nationale aux alentours de 2,7%. Voilà, donc une course à l'échalote un petit peu caricaturale qui va se calmer pour laisser place à un geste professionnel peut-être plus construit. Et puis, dernier élément, on a un certain nombre d'interrogations qui perdurent sur la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. Les acteurs qui en sont en charge vont-ils être capables de construire ce geste professionnel? Quel va être le niveau de communication, notamment de la part de l'État et des pouvoirs publics autour de la mise en œuvre de la réforme et comment les gens vont s'en saisir? Voilà, un certain nombre d'interrogations qui demeurent et qui perdurent, mais une loi qui restera de toute façon la plus importante depuis 1971. Pour qu'elle soit la plus importante depuis 1971 et qu'on l'investisse comme il se doit, on vous propose 4 défis. Premier défi, en matière donc de management de l'activité formation, le défi économique. Comment faire en sorte que rien ne change alors que tout a changé? Comment mobiliser les nouveaux outils en matière de financement de la formation professionnelle? Comment adapter les pratiques aux évolutions de la période de pro, de la définition de l'action de formation? Comment se saisir de la politique CPF? Faut-il faire des abondements? Doit-on prévoir par accord d'entreprise les formations qui seront abondées? Ou doit-on gérer au cas par cas? Voilà, premier élément, travailler sur l'optimisation de l'impact financier et économique de la réforme, et notamment à travers les politiques CPF et les politiques d'abondement. Premier défi. Deuxième défi, conjuguer 4 mesures. La GPEC, l'entretien professionnel, le conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation. L'équation de la réforme, finalement, c'est permettre aux gens d'être plus acteurs de leur parcours professionnel, mais en gros de trouver un équilibre entre la tyrannie du projet professionnel et l'adéquationnisme forcé. Je m'explique. L'idée est de permettre aux gens d'évoluer vers des métiers en émergence, des métiers en développement, des compétences stratégiques, plutôt que vers des métiers qui sont en disparition. Donc l'idée, c'est de rendre les gens plus acteurs de leur parcours, avec de nouveaux droits, de leur permettre de partager cette information dans l'entreprise et de travailler à ce co-investissement ou à cette co-responsabilité, mais pour aller vers des métiers et des compétences identifiées comme étant porteurs, identifiés comme étant des métiers et des compétences d'avenir, notamment grâce à des études prospectives et à de la GPEC. L'intelligence de la loi est dans la combinaison de ces 4 mesures. Troisième grand chantier, un énorme défi pour les acteurs de l'ingénierie de dispositifs ou de l'ingénierie de formation. Il s'agira d'adapter ces gestes professionnels en intégrant 3 nouveautés. L'ingénierie de la multimodalité, comment conjuguer des modalités multiples, y compris de la situation de travail. Comment intégrer une ingénierie de certification, capitalisable et flexible, c'est-à-dire en gros de travailler sur des ingénieries avec des certifications modulaires et partielles, et de l'autre côté, comment saisir les nouvelles opportunités en matière de financement, et donc d'intégrer la dimension économique et des financements dès la genèse des projets. Et puis, pour finir, cette réforme est une occasion de repenser le management opérationnel de la fonction formation et la manière dont on le manage dans l'entreprise avec les partenaires sociaux. Quelques exemples, il faut savoir si on garde le 0,2 ou en tout cas si on conserve la gestion du CPF ou si on le donne à un OPCA. Sachez qu'on cherche encore une entreprise qui aurait décidé de conserver la gestion du CPF en interne. La plupart vont les confier à un OPCA. Mais on peut travailler aussi avec les partenaires sociaux sur un nouveau calendrier des réunions pour caler peut-être l'horloge formation à des horloges managériales ou des horloges budgétaires. On peut essayer de regarder s'il faut faire un versement libre à un OPCA en contrepartie d'une offre de service X ou Y. Il faut définir ce que nous allons appeler l'investissement en formation. En absence maintenant de logique d'imputabilité ou d'éligibilité des actions, il appartient aux partenaires sociaux de définir ce que seront les actifs au service du développement direct ou indirect des compétences. Bref, des chantiers intéressants, passionnants et qui permettront de dire si, à la fin de l'année prochaine, peut-être lors d'une nouvelle vidéo, si cette réforme a permis de faire un bond en avant comme prévu ou non. Bon courage!